Cette deuxième vidéo relative au suivi des absences et congés a pour but de mettre en évidence les règles liées au suivi des congés. Nous allons aborder cette vidéo sous la forme de questions-réponses pour vous permettre de mieux assimiler les différentes notions. Première question. Quels sont les salariés qui ont droit à des congés payés? Tous les salariés ont droit aux congés payés sans exception, qu'ils soient en CDD ou en CDI, à plein temps ou à temps partiel, cadre ou non cadre. Ils ont droit à des jours de congés en fonction de ce qu'ils ont cumulé pendant leur mois de travail. Deuxième question. Combien de jours de congés payés Madame Mélissa peut-elle prétendre, sachant qu'elle a travaillé pendant toute la période de référence, c'est-à-dire du 1er juin N-1 au 31 mai N? Madame Mélissa a été présente pendant toute la période de référence du 1er juin N-1 au 31 mai N, sachant que chaque mois travaillé sur la période de référence correspond à 2,5 jours de congés payés. Ses droits aux congés payés sont donc de 2,5 jours fois 12 égale 30 jours. Madame Mélissa a donc droit à 30 jours de congés payés. Troisième question. Quels sont les droits en jours de Madame Anisa, sachant qu'elle a été absente pendant 7 semaines pour maladie et qu'elle souhaite prendre tous ses congés en une seule fois? Madame Anisa a été absente pour maladie pendant 7 semaines. Cela correspond donc à 52 semaines moins 7 semaines égale 45 semaines divisé par 4, soit 11,25 mois de travail effectif. Ses droits à congés payés s'élèvent donc à 11,25 fois 2,5 jours de congés payés par mois travaillé égale 28,13 jours, soit 29 jours. Madame Anisa ne peut pas prendre ses congés payés en une seule fois. La 5e semaine doit être décalée. Quatrième question. Les salariés sont-ils obligés de prendre leur semaine de congés payés au moment de la fermeture de l'entreprise? Les périodes de congés payés sont du ressort de l'employeur. Il fixe aussi le calendrier des départs après avis des représentants du personnel. Une période de fermeture peut être fixée et les congés devront être pris pendant celle-ci. Cette semaine de congé peut donc être imposée aux salariés. Le calendrier des congés est de la responsabilité de l'employeur. Il peut donc fixer le planning et imposer des dates de départ. Important. Une semaine de congé représente 6 jours ouvrables à décompter sur le total des congés. Si la semaine de congé comporte un jour férié habituellement chômé par l'entreprise, on n'en décomptera que 5. Cinquième question. Le planning de congé payé de Madame Mélissa comporte 2 semaines au mois d'août et une semaine hors période légale. Le planning de congé payé de Madame Mélissa est-il correct? Que pensez-vous de la semaine de congé payé hors période légale dans le planning de Madame Mélissa? Le planning de congé payé de Madame Mélissa est fractionné. La loi autorise le fractionnement à condition qu'une période de 12 jours ouvrables au minimum soit prise par le salarié. C'est le cas pour Madame Mélissa qui prend 2 semaines au mois d'août. D'autre part, une semaine est positionnée hors période légale. Celle-ci peut donner droit à des jours supplémentaires en plus en fonction de la convention collective du secteur d'activité. Sixième question. Madame Mélissa peut-elle reporter ses jours de congé payés sur l'année suivante? Le report de jours de congé d'une année à l'autre n'est pas autorisé par la loi. Aucune indemnité ne peut compenser des jours de congé qui seraient donc perdus. En pratique, un accord est possible avec l'employeur pour autoriser ce report. Certains cas de report sont tout de même autorisés par la loi. Congé pour création d'entreprise, compte épargne-temps. Septième question. Quelles mentions figureront sur le bulletin de paie de Madame Mélissa pour le mois d'août N? Le bulletin de paie doit comporter le nombre de jours de congés payés que Madame Mélissa a pris pendant le mois et le montant de l'indemnité qu'elle a perçue. Huitième question. Au cours du mois de juillet, Madame Iliana aurait perçu 2120 € si elle n'avait pas été absente pendant 12 jours ouvrés, du jeudi 1er juillet au jeudi 16 juillet. Quel est le montant de la retenue pour absence qui doit lui être appliqué? Méthode des jours ouvrés. Madame Iliana a été absente 12 jours ouvrés sur les 22 du mois. La retenue selon la méthode de jours ouvrés est de 2120 divisé par 22 fois 12 égale 1156,36 €. Si on avait calculé la retenue selon la méthode de l'horaire réel, on aurait procédé de la manière suivante. 12 fois 7 heures égale 84 heures d'absence sur le mois. La retenue selon la méthode de l'horaire réel serait de 2120 € divisé par 156,67 fois 84 heures, soit un total de 1174,13 €. On peut remarquer que la méthode de l'horaire réel serait défavorable à Madame Iliana. Neuvième question. Madame Iliana a perçu pendant la période de référence les sommes suivantes: 25 440 €, 2 566 € et 680 €.
Sachant que Madame Iliana a pris 14 jours ouvrables de congés payés, quel est le montant de l'indemnité de ces congés payés par la méthode du dixième? On calcule un dixième des sommes qu'elle a perçues pendant la période de référence, soit 25 440 plus 2566 plus 680 divisé par 10, qui nous donne un total de 2868,60 euros. Pour les 14 jours ouvrables, on aura 2868,60 euros divisé par 30 fois 14 égale 1338,68 euros. Madame Iliana percevra donc 1338,68 euros pour les 14 jours ouvrables selon la méthode du dixième. Dixième question. Quelle sera la somme perçue par Madame Iliana au mois de juillet N si on retient la méthode du dixième? Cette méthode est-elle avantageuse pour Madame Iliana? La méthode du dixième se calcule de la manière suivante. Salaire de base moins retenu pour absence plus indemnité, soit 2120 moins 1156,36 euros plus 1338,68 euros, soit un total de 2302,32 euros. Madame Iliana percevra 2302,32 euros au mois de juillet si on retient la méthode du dixième. La méthode du dixième est plus avantageuse pour Madame Iliana. Elle percevra 2302,32 euros au lieu des 2120 euros qu'elle aurait perçus avec la méthode du maintien du salaire. Merci de m'avoir écouté.